Alors, on a entendu 3 voix très différentes, comme vous avez pu le remarquer. La voix de l'artiste professionnel et engagé, la voix de l'historien qui, comme ça, peut balayer les époques et les lieux, et la voix toute personnelle de l'artiste et de la performeuse. Mais par-delà la diversité de ces 3 voix, je crois qu'on a entendu des choses assez communes, notamment sur la tension ou l'écart entre la visée parfois de standardisation du corps. La beauté exige une forme de standardisation. Elle est comme hantée par ces canons depuis l'Antiquité, les canons du corps. Et puis de l'autre côté, une revalorisation à l'inverse de la singularité du corps, une attention au singulier, au récit de vie, au texte. Donc il y a comme ça l'ouverture entre ces 2 pôles, et puis aussi l'articulation ou l'entrelacement dans Beauté du corps entre l'art et la vie, l'art qui fige sans doute et la vie qui la vie du corps vécu, la vie interne au corps vécu. Et vous évoquiez le tatouage au Japon. Il y a un très beau film sur le tatouage, c'est le film de Kenji Mizoguchi, 5 femmes autour d'Utamaro, qui raconte la vie d'un peintre japonais et qui est entouré de beauté, comme on dit au Japon, c'est-à-dire des femmes très belles, des courtisanes qui sont très belles. Il est entouré de 5 femmes qui sont des variations d'un même modèle. Et l'une d'elles a un corps si beau que le tatoueur ne peut pas la tatouer. Le corps est trop beau, je n'arrive pas à trouver le motif qui sera assez singulier pour magnifier ce corps qui est déjà absolument beau. Et finalement, c'est l'artiste qui se met à peindre sur le dos de la jeune femme. Et au cours de l'histoire, la femme s'en va avec son amant. Et tout le monde dans l'entourage du peintre est très choqué. Comment elle est partie avec votre œuvre? Et il répond: oui, j'ai peint sur un corps qui pleure et qui vit et qui aime, et non pas sur de la soie. Et dans la beauté du corps, il y a cette soumission aux aléas de la vie, aux métamorphoses, comme il a été dit. Je vais peut-être vous laisser la parole dans un premier temps entre vous pour discuter et poursuivre donc ces pistes. Et puis, si vous avez des questions, on écoutera également la salle. Tu as une question? Est-ce que quelqu'un veut d'emblée prendre la parole? C'est toujours un peu difficile et intimidant, surtout ici. Moi, j'ai une question pour Amanda. Oui, non. Pour Amanda Wachop sur la question de la signature, parce que donc les tatouages, je ne sais pas si c'est signé ou pas signé, mais comme on est vraiment au milieu entre l'œuvre d'art et la parure et l'appropriation par le corps d'une proposition d'artiste, est-ce que c'est l'artiste qui signe ou est-ce que c'est donc dans le prolongement du film de Mizoguchi, ou est-ce que c'est la vie et le corps qui prend en possession et qui devient l'auteur de la proposition que vous lui avez faite? Est-ce qu'il y a signature d'un tatouage? There's never any on the client, because I mean, at least personally, with the work that I do, it's more about the person and me trying to be some sort of vessel to interpret the things within inside of that person. So the tattoos that I do, I don't really consider them to be more about me. It's more about the person wearing the design. And so I just sort of see that as being a vessel to convey something about that person. Non, je ne pense pas qu'il y ait de signature sur les clients. Dans mon travail, je suis en fait interprète pour les personnes qui portent mes tatouages. Donc mes tatouages expriment quelque chose sur ces personnes et pas sur moi. Mes tatouages ne sont que le vecteur. Il n'y a pas de signature. Merci. Moi, j'ai une question encore.
Monsieur Le Breton, vous avez aussi travaillé sur le post-humanisme, qui est une sorte de rêve un peu fou, comme quoi l'homme, s'il était délivré de la souffrance, s'il était délivré des limitations du corps, hein, on invente comme ça toutes sortes de nouvelles prothèses pour un corps qui ne vieillirait pas et potentiellement un jour ne mourrait pas. Et est-ce que vous pensez qu'un corps qui comme ça serait d'emblée parfait, est-ce qu'un corps d'emblée parfait pourrait encore être beau? Puisque vous avez évoqué Mizoguchi, on peut évoquer Ridley Scott ou Philippe K. Dick en amont, c'est-à-dire ce très beau Blade Runner, mais qui était aussi un très très grand livre de Philippe K. Dick, avec un titre complètement différent, puisque c'était les moutons électriques, Rêve-t-il, je ne sais plus quoi, bon, enfin peu importe. Mais en tout cas, vous vous rappelez que dans ce film, le personnage joué par Harrison Ford tombe amoureux d'une femme dont il découvre qu'elle est une androïde elle aussi. Et lui-même finalement commence à se demander s'il n'est pas un androïde, puisque les frontières entre l'humain et l'artificiel ont été complètement dissous dans cet imaginaire, en tous les cas de Philippe K. Dick et de Ridley Scott, et donc les deux personnages partent, en tous les cas à la fin du film, j'ai plus en tête exactement la fin du livre de Dick, mais les deux personnages partent vivre leur amour. Mais en tous les cas, je pense que la beauté n'est pas du tout dans le discours transhumaniste contemporain. On est vraiment plutôt sur des valeurs de performance, d'immortalité, d'éternelle santé, etc. J'ai l'impression que la beauté est très secondaire à leurs yeux. Et puis en plus, c'est très narcissique, c'est très masculin également. Il y a quasiment aucune femme dans le transhumanisme. Et donc, ce sont plutôt des hommes qui sont plutôt dans l'amour d'eux-mêmes, d'une certaine manière, et qui valorisent des valeurs strictement masculines, à mon avis, et beaucoup moins des valeurs féminines, pas au sens d'une nature, évidemment, de l'homme ou de la femme, mais des représentations qui sont les nôtres dans nos sociétés occidentales sur ce que doit être un homme ou une femme. Donc là, il n'y aurait pas, à mon avis, une beauté du futur, pour reprendre, mais plutôt donc la conviction de ne jamais mourir, et voilà, qui risque fort d'aboutir à l'ennui qu'évoquait Borges ou même Simone de Beauvoir dans un roman qui est pas très connu d'elle, mais où elle évoque le fait que l'une des pires tragédies sans doute qui pourrait nous tomber dessus, c'est d'être éternel. On verrait comme ça un lien entre la beauté et la finitude aussi, hein. Comme si on pouvait avoir de beauté qu'avec en même temps le sentiment de la perte. Et comme on magnifie, on essaie de magnifier les manques, sans manque à magnifier, il y a plus de choses précieuses à préserver. Il y a plus cette... C'est ce fil du rasoir, d'ailleurs, entre le sentiment de tenir une plénitude. Elle est là, on l'a au bout des yeux, au bout de la main, et en même temps, on sait qu'elle va partir. Donc, c'est cette dialectique plutôt entre le précaire et notre désir d'absolu qui produit, à mon avis, en nous le sentiment de beauté. Il y a un très beau roman de Kawabata qui s'appelle Beauté, Tristesse et Beauté, ou Beauté et Tristesse, et qui effectivement renvoie comme ce duo entre... voilà. L'image d'ailleurs que vous évoquiez tout à l'heure du moment où les cerisiers fleurissent et qui est un moment d'extraordinaire émotion au Japon, de beauté et en même temps de mélancolie. C'est extrêmement triste parce que ça disparaît immédiatement. Une fois que c'est là, c'est déjà parti. Et puis aussi, je pense qu'il y a ce sentiment que on le voit maintenant, mais le reverra-t-on? C'est lié au temps, c'est lié à la visée, enfin à l'horizon de la mort qui s'inscrit de toute façon dans le temps qui passe. Vous voulez ajouter quelque chose? Moi, j'aimerais savoir s'il y a des questions dans la salle. Et c'est ce micro-là qui va passer. Alors, il y a eu beaucoup de sujets qui ont été abordés, mais il y a peut-être des sujets plus précis aussi. Oui. Bonsoir, merci. Moi, j'ai une question pour Amanda. Merci. Je me demandais, vous accordez une grande importance à la couleur et donc vous tatouez des personnes, donc différentes couleurs. Est-ce que c'est une partie de la réflexion que vous prenez en compte quand vous allez tatouer quelqu'un et en fonction de la pigmentation, est-ce que vous adaptez aussi? Est-ce que c'est quelque chose que vous expliquez? Est-ce que c'est quelque chose qui va influencer votre art? Voilà. I use all the same colors. So whichever color the person is drawn to, it goes into their skin. And
you know, basically, I mean, tattoos, the colors show up on, you know, everyone's skin slightly differently. So it's just really important to me to just use the exact colors that that person said they wanted to see and that they felt inspired by and that made them feel powerful. And however it appears on their skin is how it appears. So it's slightly different for everyone, regardless of, yeah. En fait, peu importe la couleur de peau, je choisis les couleurs qui ont été choisies par la personne et bien entendu en fonction de la pigmentation, les couleurs vont apparaître de façon différente, mais à la base, j'utilise les couleurs par lesquelles sont attirées les personnes que je vais tatouer. C'est un accord avec l'intérieur et le désir de la personne beaucoup plus qu'un accord avec son extériorité ou même la texture de sa peau. The inner person, and then also the strength that's contained within that color that makes that person feel charged by it. Oui, ça dépend de l'intériorité de la personne et aussi de ce que suscite la couleur, de la force que suscite une couleur chez un individu. Moi, j'ai une question pour Hélène Kilkengan. Vous avez parlé très rapidement de votre travail sur les corps, sur des femmes qui avaient perdu un sein et sur la cicatrisation. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus ou nous dire rapport au corps, effectivement, à la cicatrisation, mais aussi à la dorure? Qu'est-ce que la dorure? Qu'est-ce que ça signifie? Alors, j'ai en fait doré une seule cicatrice de mastectomie, mais c'est vrai que c'est l'image qui a été la plus vue. Donc, j'ai été très identifiée par rapport à cette cicatrice-là, qui effectivement, moi, la première fois que j'ai vu un corps dans ma réalité, c'est-à-dire un corps de femme avec un sein, une cicatrice, j'avais pas compris, en fait, je crois que j'avais pas vraiment compris qu'est-ce que ça voulait dire cancer du sein, ablation du sein, avant de voir un corps qui avait vécu cette expérience. Or, donc, il se trouve que quand j'ai vu le corps de cette femme, Marie, donc pour la première fois, j'ai été choquée par la beauté de ce corps, parce qu'il se trouve que Marie est quelqu'un qui assumait très fortement aussi sa cicatrice, et donc en fait, le choc, si vous voulez, il est venu de là, le choc de beauté quelque part, il est venu de là, de cette capacité à vivre avec un corps différent. En fait, qui a ouvert quand même un peu un monde pour moi. Et l'or, parce que donc j'ai tout de suite imaginé de mettre de l'or dans cette cicatrice. Alors, pourquoi précisément? Je sais pas, des fois on est en train de vivre un truc et voilà, on a une idée. Il se trouve quand même que j'avais vu des images du kintsugi japonais. Donc, j'avais quand même des images en tête, même si... Bon, sur cette question du kintsugi, je prends quand même toujours bien la peine de faire la différence entre ce qu'on perçoit, nous, en Occident, de la pratique japonaise et la manière dont c'est pratiqué au Japon, puisque d'après les différents entretiens que j'ai eus avec des personnes plus proches que moi de cet artisanat traditionnel japonais, ça n'a pas du tout la valeur de résilience qu'on peut lui prêter quand nous, on le regarde. Ah oui, pardon. Alors le kintsugi, c'est en fait ça se trouve surtout sur des céramiques, et donc c'est des céramiques qui ont été brisées, et les artisans qui les ont réparées en fait ont mis de l'or ou de l'argent d'ailleurs parfois dans la brisure, parce qu'en fait les gens qui restauraient les céramiques, c'était des laqueurs, et donc cette technique d'aller mettre de la poudre d'or, c'est une technique de laque. Voilà, donc ça vient de là, et donc ça donne des images qui effectivement génèrent comme ça beaucoup de fantasmes parce que c'est impressionnant, quoi. Et au Japon, ces bols avec ces cicatrices dorées sont extrêmement luxueux. Alors c'est très valorisé, aussi économiquement. Et aussi économique. Voilà. Donc bon, alors évidemment, moi j'avais ces images-là en tête, donc comment viennent les choses? Moi j'ai plus l'impression, en fait, que j'ai mis de l'or parce que pour moi, c'était le symbole absolu de la chose précieuse. Et c'était ça que je voulais souligner, plus encore que la beauté qui
je crois, est une notion relative, c'est la préciosité de cette expérience de la cicatrisation. Parce que, en fait, pour moi, ça vient vraiment, une cicatrice, ça vient vraiment signifier je suis vivant, je suis vivante. Parce que s'il n'y a plus de cicatrice, on meurt, en fait. C'est vraiment, on a un corps, ce corps, il a une certaine force, mais il a évidemment aussi une certaine fragilité, surtout la peau. Et évidemment qu'on va être blessé, puisqu'on est vivant. Et donc, évidemment, on va cicatriser. Et donc, dans cette expérience de la cicatrisation, on va avoir l'opportunité de changer notre manière de vivre. Et donc, d'une certaine manière, on pourrait parler de renaissance pour certaines cicatrices qui ont été graves pour les personnes qui les ont reçues. Et c'est pas forcément une question de taille, puisque j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec beaucoup de personnes cicatrisées. Et j'ai notamment parlé dans un tout autre registre avec Luca Spira, que vous connaissez aussi, qui est quelqu'un qui est très tatoué, qui a fait plein de modifications corporelles. Et donc, je lui demandais comment lui vivait ses cicatrices, puisque moi, j'étais dans ce travail sur la dorure, etc. Et en fait, pour lui, c'était plutôt un signe de force, parce qu'il me disait que la cicatrice, en fait, est plus solide que la peau. Voilà, donc, je ne sais plus du tout quelle était votre question. Mais j'y ai répondu. Bon, ben voilà. Merci. Oui, bonsoir. C'est une question pour David Le Breton. Vous nous avez décrit le passage du tatouage et peut-être du piercing, de l'exception vers une plus grande acceptabilité, et même vous l'envisagez comme une norme. Pourquoi ce passage, à votre avis ? Ah oui, pour moi, c'est que dans les années surtout 90, le corps a complètement changé de statut. C'est-à-dire avant les années 90, notre corps était perçu comme intouchable. C'était le lieu inflexible de notre identité. On ne touchait pas à son corps. Et d'ailleurs, à l'époque, si on remonte plutôt là dans les années 80, la chirurgie esthétique avait une très très mauvaise image. On l'apercevait comme une technique pour des femmes complexées et puis par des médecins des médecins plutôt habiles et manipulateurs qu'autre chose. Le culturisme était extrêmement péjoratif également. On se souvient du dessin de Henri Serre qui montre un type qui montre ses biceps, son cerveau et dans son bras. Les régimes alimentaires n'existent absolument pas dans ces années 80, hormis pour des raisons médicales. Et puis j'en oublie, les cosmétiques n'ont pas du tout l'importance qu'ils ont aujourd'hui. Bon, il y a tout un tas de données qui font qu'à partir du début des années 90, il y a une marchandisation du corps qui émerge et qui rend possible donc de transformer son corps à travers le culturisme, à travers le tatouage, à travers des régimes alimentaires, à travers plein de démarches comme ça. Le corps donc devient un accessoire de la présence et non plus le lieu fondamental de l'identité. C'est un peu pour ça, d'ailleurs, que tout à l'heure, j'ai dit, en changeant son corps, on veut changer sa vie. Voilà, ce qui, d'ailleurs, légitime, à mes yeux, la chirurgie esthétique ou d'autres pratiques qui sont souvent perçues de façon très péjorative, mais qui sont aussi des manières de réparer des blessures, de trouver sa place dans le monde. Voilà, notre corps, aujourd'hui, n'est qu'un objet. Il est une espèce de pâte qu'on modèle d'une manière ou d'une autre. La norme, aujourd'hui, ce serait davantage de changer son corps, alors que dans les années 80, on avait un corps, voilà, pour le meilleur ou pour le pire. On était grand, on était petit, on était gros, on était mince ou autre. Bon, puis c'était comme ça, puis ça ne troublait personne. Et d'ailleurs, quand on voit les films français ou italiens ou des années 60, 70, on est souvent surpris par la corpulence des femmes, des hommes, etc. On se dit, mais il n'y avait aucun surinvestissement, aucune sursignification portée sur le corps à l'époque. On était d'abord une personne. Aujourd'hui, non, dans un monde de la tyrannie de l'apparence. Donc voilà, il faut que nous travaillions sur notre apparence. Et le tatouage, donc en ce sens, a acquis ses lettres de noblesse, mais aussi le culturisme ou la chirurgie esthétique, la dermatologie esthétique, les cosmétiques, j'en oublie, puis le régime alimentaire. Vous voyez combien c'est devenu absolument obsessionnel aujourd'hui chez les femmes, fondamentalement beaucoup moins chez les hommes, mais c'est quasiment impossible de prendre un repas avec une collègue sans qu'elle ne se prive de dessert ou de quelque chose en disant « Mon Dieu, si jamais je mange ça, c'est terrible, je suis obligé de me forcer à pas le manger ». Voilà, donc c'est l'émergence d'un nouveau puritanisme d'ailleurs, hein,
Voilà, on n'est plus dans la jouissance du monde, mais plutôt dans une volonté de contrôle de son apparence à cause de cette tyrannie de la visibilité. J'existe parce que j'apparais aux autres et j'attire le regard des autres. Pour moi, c'est ça, le changement de statut, donc à partir des années 90, changement de statut du corps. Oui, coïncidence du corps et de son identité. Hein. On est passé d'avoir un corps à être un corps. Non, parce que de toute façon, nous sommes toujours notre corps. Ça, pour moi, c'est irréductible. Et donc, j'ai souvent combattu les dualismes. On n'a pas un corps. Le dualisme du monde contemporain, il est plutôt une opposition entre l'individu et son propre corps. D'où le miroir, par exemple, qui a pris une importance absolument considérable dans nos sociétés. Je me regarde dans le miroir et je me dis, mon Dieu, mon corps n'est pas bien, etc. C'est-à-dire, ce dualisme, donc, c'est pas entre le corps et l'esprit ou l'âme, c'est mon corps et moi. Oui. Oui. Il y a un livre qui me vient à l'esprit, je ne sais pas dans quelles années il a été écrit par Pierre-Emmanuel Schmitt, c'est Mon corps est une œuvre d'art. Est-ce qu'il y a des personnes qui connaissent un petit peu le sujet Non. C'est un jeune homme qui veut se suicider et il y a un médecin professeur qui l'arrête et qui fait un pacte un peu comme avec le diable, lui disant « Donne-moi ton corps ». Et il transforme avec moult opérations le corps du jeune homme en œuvre d'art qui doit après être dans des expositions, dans des musées d'art. Et puis, donc, c'est cette relation entre le corps, justement, qui doit avoir les canons de beauté artistique, etc. Et cet homme qui vit encore, il y a un moment qui se révolte. Enfin, il y a un aspect aussi qui pose cette question aussi. Les gens qui se font tatouer, est-ce qu'à un moment, ils ont envie aussi de gommer de demander cette quête-là aussi, que les tatouages soient défaits. Ils ne se reconnaissent plus. Il y a aussi ça, c'est encore une autre question que j'aimerais bien poser. Devenir œuvre. Hein. Est-ce que l'artiste qui tatoue, qui fait des tatouages, a rencontré aussi ce genre de situation de personnes qui reviennent à elle et qui désirent un gommage de leur tatouage? Je vais répondre très vite, et puis je crois qu'Amanda aura des choses importantes à dire sur le sujet. C'est vrai qu'aujourd'hui, le détatouage a pris une importance sociale absolument considérable. Il y a énormément d'hommes ou de femmes qui ont des repentirs au regard des graphismes qu'ils ont sur la peau. Voilà, très souvent, ce sont quand même des jeunes qui ont voulu des ados ou des jeunes adultes qui étaient absolument obsédés à l'idée de devenir tatoués, entre guillemets. Et on leur aurait tatoué n'importe quoi. L'essentiel pour eux était plutôt la valeur symbolique du tatouage, un peu comme si le tatouage avait une valeur initiatique, entre guillemets, dans nos sociétés. Et c'est en effet ce que j'ai pu percevoir dans les enquêtes que j'avais menées en Alsace, mais aussi ailleurs, où le sentiment, le fait d'être tatoué, donc changeait complètement la vie de ces jeunes. Mais pour les motifs, par contre, ils étaient beaucoup moins regardants. Hein, c'était plutôt la pochette de CD d'un groupe métal favori à leur époque, etc. Donc, évidemment, en vieillissant, ça prend de l'âge et ça paraît dérisoire et grotesque. Et c'est à ce moment-là qu'ils demandent souvent le détatouage. Voilà, quand on veut se tatouer, il faut vraiment réfléchir très longuement sur le fait qu'on se tatoue à 20 ans, mais on meurt avec à 80 ou 90 ans. Donc il ne faut pas qu'il y ait une dimension trop... Enfin, il ne faut pas que l'obsolescence soit trop marquée dans le graphisme. I find that more people just embrace their decisions that they made at those various points in their life. You know, and
tend to not get those tattoos removed because it's just a marker of where they were at in their life, and that in itself is sort of a celebration for being alive and a way to actually celebrate your evolution as a human being. And also, I think just a lot of times it's just a way to not take yourself so seriously, or to be so precious about maybe your skin in your life, and to just sort of maybe embrace the flaws or mistakes that you've made in your life and as a human being. And I generally find that more people that I come across actually choose to not remove the tattoos that they're unhappy with now, or maybe that they wish they had not gotten when they were so young. I find people embracing those things about themselves a bit more than wishing to erase them. Je vois davantage de personnes qui assument plutôt que de se faire enlever leur tatouage. Ils les assument comme des marqueurs de leur vie, qui célèbrent qui ils sont et qui sont devenus au fil de leur évolution en tant qu'être humain. C'est aussi une façon de ne pas trop se prendre au sérieux et d'accepter en fait les différentes erreurs qu'on aurait pu commettre dans sa vie. Donc moi je vois davantage de personnes qui décident de garder leurs tatouages et de les assumer plutôt que de les faire enlever. Je voudrais ajouter aussi par rapport à cette question-là, c'est une question qui se pose aussi pour les gens qui portent des cicatrices. Il y a des relations en fait qui se tissent entre une personne et sa cicatrice à différents moments de sa vie. Voilà, je vous redonne en fait des conversations que j'ai eues avec différentes personnes. Il y a des cicatrices qui à un moment donné sont perçues comme des formes d'héroïsme, parce que je suis passée à travers la maladie, parce que voilà, je suis passée à travers une épreuve. Et puis il y a la même cicatrice à un autre moment de la vie de la même personne peut être oh bon bah finalement ça me fatigue un peu de me définir par rapport à cet événement-là. Et donc, je me demande, est-ce que je vais aller voir un chirurgien ou une chirurgienne esthétique pour me la faire enlever? Mais qu'est-ce que je vais perdre de moi à ce moment-là? Et en fait, il m'a semblé, enfin voilà, et après, il y a plein de variations sur ce thème. Et pour moi, qui porte un regard extérieur, en fait, au moment où les personnes m'ont confié des choses comme ça, même si moi aussi, j'ai des cicatrices, en fait, il m'a semblé que la cicatrice, la marque, le tatouage, en fait, c'est des moments de vie. Et je crois qu'il y a quelque chose d'intéressant à regarder comment on s'approprie ces moments-là, mais aussi comment on s'en distance, mais en les conservant. Enfin, justement, parce qu'un des problèmes des gens qui ont des cicatrices, et notamment des cicatrices visibles, donc sur le visage, ou intime comme la poitrine, c'est finalement c'est le regard intériorisé de l'autre. C'est-à-dire c'est ce que vous disiez par rapport au miroir. C'est si je me regarde comme si j'étais l'autre, comme si j'étais un autre, si je me regarde toujours dans un miroir, toujours dans le miroir de l'autre, cette cicatrice, je l'assume peut-être pas. Mais en fait, si vous enlevez le miroir, je crois qu'il y a quelque chose de beaucoup plus simple à vivre avec. Ah ben voilà, tiens, à telle époque de ma vie, je suis tombée dans la cour et j'ai une balafre sur le genou ou des choses plus graves. Mais je crois qu'il y a quelque chose à voir avec le fait d'accepter par quoi on est passé dans les marques qui se trouvent sur le corps. Et personnellement, c'est une des choses que je trouve passionnantes dans le travail sur le corps et c'est un des aspects dans lesquels, effectivement, moi, je trouve de la beauté, c'est que le corps, c'est aussi une surface, je me trompe toujours en le prononçant, donc c'est aussi une surface palimpseste, en fait, dans laquelle on peut décider de voir tel ou tel moment de sa vie, et on peut décider d'y accorder de l'importance ou pas, et finalement, avoir un tatouage qui nous plaît plus, ça peut aussi être « Ah, j'ai aussi été cette personne-là ». Et quelque part, on se construit aussi avec ces petites briques-là, ce qui forme des vies riches avec des êtres humains qui sont complexes, qui acceptent de prendre plusieurs rôles en fait au fur et à mesure de leur vie. Et je crois que les marques corporelles, en tout cas moi, c'est l'histoire qu'elles me racontent et c'est pour ça que je les trouve belles. Oui, il y a une question au fond de la salle.
Oui, merci. J'étais plus près, du coup, je me suis permise de prendre le micro. J'avais une question par rapport aux cicatrices, parce que justement, ça montre un rite de passation sur la guérison, le fait d'être soigné. Mais par exemple, quand on est malade ou handicapé, est-ce qu'on peut parler de beauté, sachant qu'on est quand même dans une société où le fait d'être handicapé, ça met en dehors de quelque chose de beau et de normal. Et du coup, justement, ça pose la question de la condition humaine et ça fait peur. Et du coup, ma question, c'est de savoir, est-ce qu'on peut parler de beauté ou est-ce qu'on pourra parler de beauté à travers les corps malades ou non? Voilà, merci. Oui, pour moi, oui. D'ailleurs, il y a eu un certain nombre de campagnes qui ont été menées par des personnes handicapées, des hommes ou des femmes qui posaient dans leur fauteuil, par exemple, là en l'occurrence, et qui affirmaient leur beauté, leur séduction, leur vitalité, etc. Bien entendu, la beauté, elle est liée à des... On dit à des normes, mais c'est un mot que je n'ai jamais beaucoup aimé, même en tant que sociologue, parce que finalement, personne ne se reconnaît vraiment dans les normes aujourd'hui de la beauté, de la minceur, tout un tas de trucs comme ça. Finalement, on est tous à côté de cela. Je dirais plutôt qu'il y a des orientations, et des orientations qui sont liées à la marchandisation du corps. Donc, tout ce qui importe, ce ne sont pas ces orientations, c'est ce que chacun de nous fait de ces orientations. Et donc, on peut très bien être un homme ou une femme handicapé ou sérieusement malade et revendiquer aussi la beauté de son handicap, voire même de sa maladie, si on l'affronte et si on considère qu'elle fait aussi partie de soi. Tout est une question de sens, de signification. Quelles sont les significations qu'on va donner à l'événement qu'on rencontre? Mais bien entendu, des personnes handicapées ou malades peuvent intérioriser une image d'indignité, voilà, mais c'est évidemment dommage. Là, c'est plutôt, ce sont des personnes qui vivent trop durement ce qui ne sont que des orientations. Essayer d'être belle, d'être mince, d'être, je sais pas, reprendre tous les critères un peu emblématiques de la beauté féminine aujourd'hui ou de la beauté masculine. Mais non, ce qui importe, c'est ce qu'on en fait, nous, chacun de nous, dans notre singularité de ces normes, ou plutôt de ces orientations. Je crois qu'il y a aussi un cercle vicieux, en fait, par rapport aux gens qui, effectivement, portent des handicaps visibles. C'est en fait, l'espace public est tellement peu adapté à leur présence que leur présence dénote. Et du coup, comme on n'a pas l'habitude de voir je pense notamment à une des personnes que j'ai fait dorer, Olivier, qui était quelqu'un qui avait le visage plein de cicatrices très visibles. En fait, moi, en commençant ce travail, j'en ai rencontré plein, des gens qui avaient des cicatrices très visibles. Et en fait, dans le fait de rencontrer un grand nombre de personnes diverses, eh bien, effectivement, il y a des beautés qui surgissent en réalité. Mais au quotidien, dans la rue, dans les médias, on voit tellement peu de gens avec des handicaps que, évidemment, c'est toujours disruptif. Alors, je peux tout à fait concevoir que si je suis toujours perçue comme étant disruptive, j'ai vraiment du mal à me voir comme quelqu'un qui peut provoquer un début de consensus de beauté. Mais je crois que, et c'est là où tu as commencé ton intervention par c'est une question de regard, c'est une question d'apprendre à voir. Si on crée des espaces d'où le handicap est absent, eh bien, nous n'apprendrons jamais à voir qu'est-ce que c'est un handicap et comment ça peut amener aussi de la beauté dans notre monde. Donc, je crois que c'est aussi pour le coup un choix politique. Alors, je suis tout au fond de la salle. Bonsoir. Merci pour vos interventions. Ça a été peu abordé, mais je crois que le sujet de la conférence appelle cela, et peut-être que ça n'a pas été beaucoup abordé à dessein, mais j'aurais voulu vous entendre sur la façon dont vous positionnez l'érotisme vis-à-vis de la beauté du corps. À quel endroit, soit en tant qu'expérimentatrice, expérimentateur vous-même, ou sur vos objets d'études, à quel endroit la question de l'érotisme se positionne
sur la beauté du corps. Bon, je me lance. C'est une vaste question. Pour moi, la beauté et l'érotisme, c'est très lié. Je crois pas qu'il pourrait y avoir d'érotisme sans que je n'éprouve de la beauté. Du coup, pour répondre à votre question, à quel endroit, mais partout. Enfin, il me semble que ce sont des notions qui se recouvrent. Et c'est d'ailleurs intéressant parce que justement, l'érotisme, ça fait partie aussi de ces champs qui sont tellement vastes qu'on se retrouve très vite cul par-dessus tête, en fait, puisqu'il y a des formes d'érotisme que certaines personnes trouvent absolument abominables, d'autres au contraire sur lesquelles on a un large consensus. Donc en fait, on est exactement dans le même, dans la même approche d'une certaine manière que cette question de la beauté. C'est qu'est-ce qu'on va avoir la curiosité d'aller apprivoiser. Il y a énormément de... enfin moi, il y a des choses qui me touchent énormément dans les pratiques BDSM, par exemple. Parce que justement, on va être dans la recherche de quelque chose de curieux. On va aller chercher de l'étrangeté. Et pour moi, la beauté vient aussi beaucoup de l'étrangeté. Donc voilà, pour moi, c'est presque un recouvrement total, ces deux notions. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, moi je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Hélène. Aussi, on pourrait citer Freud, d'ailleurs, que le corps tout entier est hétérogène, etc., etc. Juste quelques mots à propos du tatouage, qui est une manière d'érotiser une certaine partie du corps, puisque vous aurez observé qu'on a toujours envie de toucher le tatouage de quelqu'un. Le tatouage appelle le contact physique. Et on sait que c'est une manière aussi pour les couples d'érotiser d'ajouter un piment, entre guillemets, à travers des piercings, par exemple génitaux ou autres, ou à travers des tatouages. Bon, c'est une manière donc d'amplifier, de magnifier l'érotisme aussi. D'ailleurs, l'un des mythes d'origine de la naissance du tatouage dans les sociétés du Pacifique, ça renvoie à cette manière de tenir une femme, entre guillemets. C'est à travers la beauté de ces tatouages, la sidérer pour qu'elle n'aille pas voir ailleurs une meilleure fortune. Au musée, la beauté, ça veut dire pas toucher, mais la beauté du corps, elle est spécifique, effectivement. C'est vrai d'ailleurs que si la beauté, je l'ai dit tout à l'heure, est plutôt d'essence visuelle, elle nous touche en même temps. Hein, donc elle est un bel exemple d'intersensorialité finalement. Oui. On se sent ému, on se sent... il y a quelque chose en nous qui est bouleversé. Ouais. Elle exige qu'elle soit reconnue. Elle exige de nous que nous la reconnaissions, effectivement. Et souligner une cicatrice, c'est ça, c'est demander une reconnaissance aussi. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Sinon, on va arrêter la séance pour aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup de votre présence aujourd'hui. La prochaine séance aura lieu le 19 mars. Le lieu est encore à confirmer. Et ce sera autour des couleurs dont on a déjà un peu parlé aujourd'hui, donc beauté et couleurs. Donc voilà, ce sera un peu la suite et une avancée dans notre recherche sur la beauté. Merci beaucoup